tous, merci beaucoup d'être là, d'être parmi nous, et merci beaucoup à Monsieur Sablon du Corail d'être venu sur ce sujet passionnant de la guerre de 100 ans. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'ont pas vu mes centaines de milliers de messages, M. Sablon du Corail est responsable du département Moyen-Âge et Ancien Régime aux Archives nationales de France. Donc vraiment, pour une petite asso pour nous, c'est vraiment un honneur de vous recevoir et je vous remercie. Et nous sommes des férus d'histoire, entre autres sujets. Et ça fait trop longtemps que je parle, donc je vais vous donner la parole. Et merci beaucoup encore. Merci beaucoup à vous de votre invitation. Je suis très heureux de venir ici. Dans ce cadre tout à fait sympathique, le jour où la flamme olympique arrive à Toulouse, donc c'est très bien. Alors la guerre de 100 ans évidemment est un gros morceau qu'on peut attaquer de bien des façons. Je ne vais évidemment pas vous en faire un résumé, c'est ce qu'ont fait déjà beaucoup de livres, souvent excellents, et puis c'est quand même très complexe, donc je pense qu'au bout d'un quart d'heure il faudrait vous ventiler. Je ne vais donc pas vous accabler de détails inutiles. Je vais faire ce que j'ai fait pour mon livre, c'est-à-dire prendre la guerre de 100 ans sous un angle qui paraît évident, mais sous l'angle du conflit. Et sous l'angle d'un conflit global, puisque pour le coup, ceux qui ont étudié les aspects militaires de la guerre de 100 ans, eh bien, se sont contentés précisément des aspects militaires. Et même, le plus souvent, eh bien, ils ont réduit l'histoire militaire aux grandes batailles, et les grandes batailles aux seules défaites françaises, et principalement à 3 batailles, Crécy, Poitiers, Azincourt, ce qui évidemment donne une image très faussée de ce conflit. Alors, je me suis dit que dans le cadre de votre cercle de réflexion, il serait intéressant de traiter ce qui, dans la guerre de 100 ans, a eu les conséquences les plus durables pour l'histoire de notre pays. Et je voudrais insister sur ce qui éventuellement permet d'éclairer certains débats actuels. Alors, de ce point de vue, il y a 2 angles, 2 façons de voir la guerre de 100 ans. D'abord, la guerre de 100 ans comme accélérateur de la formation d'une conscience nationale. C'est quelque chose de tout à fait juste. Simplement, il ne s'agit là, de mon point de vue, que d'une accélération d'un processus qui était engagé depuis déjà très longtemps. Il ne faut pas oublier qu'en 1337, la France existait déjà depuis 500 ans. Depuis le traité de Verdun de 843 qui divisait l'Empire carolingien. Et donc, depuis 500 ans, se développait un sentiment d'appartenance au sein d'une communauté politique stable. Voilà. Je me suis dit qu'il est beaucoup plus intéressant de considérer la guerre de 100 ans comme un moment charnière pour la formation d'une tradition politique, pour le coup spécifiquement française, qu'on pourrait dire absolutiste, et dont on sent les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Bon, je n'insiste pas, mais j'y reviendrai largement. Alors, pour commencer les origines de la guerre de 100 ans, bon là ce sera la partie un peu plus classique de mon exposé. Vous le savez sans doute, la guerre de 100 ans commence officiellement, si je puis dire, en 1337. 1337, ça correspond à quoi? Ça correspond au moment où Édouard III revendique la couronne de France. Mais en réalité, faire commencer la guerre de 100 ans en 1337, là aussi introduit un biais majeur, puisqu'en fait, en 1337, Édouard III ne pense pas sérieusement devenir roi de France. Parce que Philippe VI de Valois est déjà roi de France depuis 9 ans, il est bien installé, personne ne le conteste sérieusement. Et par ailleurs, bon, vous savez que les Valois ont succédé aux Capétiens directs au moyen de l'exclusion des femmes dans la succession. Le problème, c'est qu'Édouard III n'était même pas le mieux placé dans la succession au trône de France, même si les femmes n'avaient pas été exclues. Le mieux placé, c'était un prince français, Charles de Navarre, qui était le petit-fils de Louis X le Hutin par sa mère. Alors certes, il n'avait que 5 ans en 1337, il n'était pas en état de faire valoir ses prétentions, il n'empêche que la position d'Édouard III était fragile. En réalité, si le roi d'Angleterre a revendiqué la couronne de France, c'est seulement pour mettre la pression sur le roi de France, pour régler une querelle qui portait sur le duché de Guyenne. Alors vous voyez le duché de Guyenne sur cette carte, c'est un grand fief du royaume de France, et c'est tout ce qui reste de l'empire plantagenet, qui a été démantelé par les Capétiens à partir notamment de Philippe Auguste. Et donc, on a voulu faire de la guerre de 100 ans, en la faisant commencer en 1337, une guerre féodale qui se serait terminée en guerre nationale. Bon, en réalité, on ne peut pas dire que ce soit une guerre féodale. Une guerre féodale, c'est lorsque vous avez 2 princes qui se battent pour une couronne ou un fief. Or là, en l'espèce, le roi de France ne conteste pas que le roi d'Angleterre est duc de Guyenne.
Et le duc de Guyenne, roi d'Angleterre, ne conteste pas que la Guyenne appartient légalement au royaume de France. Simplement, cette situation ne convient plus ni au roi de France ni au roi d'Angleterre. Alors le roi d'Angleterre trouve humiliant de prêter l'hommage à un autre roi, même si c'est en tant que duc de Guyenne, pas en tant que roi d'Angleterre. Et surtout, il rejette la souveraineté judiciaire du roi de France, qui est en fait le seul marqueur de l'appartenance de la Guyenne au royaume de France. Simplement, cela a des conséquences très pratiques pour lui, c'est-à-dire que toute décision rendue par le duc de Guyenne peut faire l'objet d'un appel auprès du roi de France, ce qui fait que le duc de Guyenne n'est pas le maître chez lui. Alors, qu'est-ce que la Guyenne à cette époque? C'est Bordeaux, c'est Bayonne et leur arrière-pays qui sont bien contrôlés par le roi d'Angleterre, et sinon ce sont des grands fiefs, des sous-fiefs si je puis dire, tenus par une noblesse gasconne qui est très remuante et qui profite évidemment de la rivalité entre Capétiens et Plantagenets pour conforter son autonomie. Voilà, donc, et par ailleurs, évidemment, le roi de France, lui, veut affirmer sa souveraineté pleine et entière sur l'ensemble du royaume. Bon, à commencer par la souveraineté judiciaire, mais après, il veut aller plus loin, notamment dans le domaine fiscal, mais j'y reviendrai. Donc ici, dans cette affaire, le droit féodal ne sert que de prétexte. L'enjeu, c'est la pleine souveraineté sur un territoire qui est la Guyane. Or, ce conflit sur la Guyane n'a pas commencé en 1337, il a commencé en fait 40 ans plus tôt. Donc il faudrait faire en bonne logique commencer la guerre de 100 ans plutôt en 1293, quand Philippe le Bel essaye pour la première fois de conquérir la Guyane. Et jusqu'en 1340, en fait, c'est un conflit qui est principalement naval. Et le roi de France a investi des sommes absolument colossales dans la guerre sur mer, avec des résultats contrastés, parfois intéressants. Bon, même si tout cela se termine en 1340 par le désastre de l'Écluse, qui donne à l'Angleterre le contrôle de la Manche pour assez longtemps. Voilà. Donc, la guerre de 100 ans a une origine. Enfin, l'origine de la guerre de 100 ans porte sur la souveraineté en Guyane, mais par ailleurs, le roi de France et le roi d'Angleterre sont confrontés à un autre défi absolument majeur, sur lequel vraiment on n'insiste pas, et c'est dommage parce que cela va avoir des conséquences absolument majeures sur le plan politique. Et le problème qui se pose, c'est l'effondrement du service féodal gratuit. Alors il faut s'entendre sur ce qu'est la féodalité, puisque la guerre de 100 ans est généralement associée au déclin de la féodalité. Bon. En réalité, ce qui fait le cœur de la féodalité a déjà disparu au début de la guerre de 100 ans, à savoir le service féodal gratuit. Et j'insiste beaucoup là-dessus, puisque la raison d'être du système seigneurial, c'est de donner aux chevaliers les moyens de s'entraîner, de s'équiper et d'être à la disposition de son seigneur en permanence. Donc c'est une institution militaire, même si en second lieu c'est aussi une institution politique, sociale et économique. Voilà. Et surtout la féodalité, c'est quand même un moyen de financer la guerre sans numéraire, sans liquidité, dans le cadre d'une économie qui est évidemment assez peu monétarisée. Et ce système a très bien fonctionné pendant 5 siècles. J'insiste beaucoup là-dessus, puisqu'on présente souvent la féodalité comme quelque chose d'archaïque par rapport aux modèles qui ont précédé la féodalité et aux modèles qui lui ont succédé, c'est-à-dire l'armée professionnelle financée par un impôt de type moderne. Bon. Or, pendant 5 siècles, eh bien, non seulement la féodalité fonctionne, mais ça correspond à l'époque où la chrétienté occidentale se dilate le plus aux dépens eh bien, du monde musulman, aux dépens du monde slave, etc. Voilà. Bon, ce système fonctionne bien, mais au bout de 5 siècles, il connaît quelques signes d'essoufflement. Pour une raison simple, c'est que, enfin pour plusieurs raisons, qui ne sont pas si simples que ça, j'exagère un peu, bon. C'est le résultat de plusieurs phénomènes, c'est-à-dire que les revenus des seigneurs baissent tendanciellement, et particulièrement au XIIIe siècle. Cela est lié à plusieurs raisons. D'abord, l'essor démographique de l'Occident qui touche aussi la noblesse et qui provoque un morcellement des fiefs. Et puis surtout, eh bien, les paysans s'émancipent. Le servage recule, les paysans rachètent les redevances, et beaucoup de seigneurs font la bêtise de convertir en numéraire des rentes qui auparavant étaient prélevées en nature, en part de récolte. Et donc avec les effets de l'inflation,
ces rentes fixes en argent deviennent dérisoires au bout d'un siècle. C'est comme si on payait aujourd'hui les loyers parisiens au prix de 1910. D'ailleurs, je me suis renseigné, un loyer à Paris, c'était en moyenne 500 francs par an en 1900. Donc vous imaginez la tête du propriétaire si son locataire lui versait 5 € par mois. Et bien c'est à peu près la tête que fait le seigneur en 1300 dès 1280. Voilà. Donc les revenus des seigneurs baissent très fortement, et par ailleurs, les souverains en demandent plus, puisque les opérations militaires s'allongent et elles s'éloignent. Philippe le Bel combat plusieurs mois d'affilée en Flandre, en Aquitaine, aux frontières de l'Espagne. Ça n'a plus rien à voir avec les guerres de Louis VI le Gros, qui étaient des batailles de scouts dans l'île de France, où avec quelques centaines de cavaliers, on allait prendre d'assaut un château en bois et puis on rentrait chez soi le soir. Donc on en demande plus et les moyens des chevaliers diminuent. Donc à partir des années 1280, eh bien, il faut payer les chevaliers, les écuyers qui partent à la guerre. Et ça provoque une explosion du coût de la guerre par un facteur 50 ou 100. On peut le voir au XIIIe siècle, puisque au cours du XIIIe siècle, la valeur de la livre tournois, qui est la monnaie de compte royale française, ne diminue pas. Et donc les guerres de Philippe Auguste, qui sont majeures, puisqu'elles permettent la conquête de l'essentiel des fiefs plantagenets dans le nord du royaume, elles coûtent 50-60 000 livres tournois par an. En 1285, une expédition en Aragon coûte 1 200 000 livres. Et donc pour payer ce changement d'échelle, eh bien, il faut changer le système militaire, mais aussi le système politique. Et donc l'enjeu central de la guerre de 100 ans, c'est celui-ci. Il faut lever des impôts, et il y a deux manières de le faire, soit en demandant le consentement des sujets, ou en tout cas des principaux sujets du roi, ou bien on le fait de manière arbitraire et autoritaire, ce qui pose la question de la nature du régime monarchique. Alors à l'époque on parlait de monarchie royale ou de monarchie politique, c'est-à-dire que là on reprenait des catégories aristotéliciennes transposées dans le monde médiéval. Monarchie royale, monarchie absolue, pour simplifier. Monarchie politique, monarchie modérée par le conseil des vassaux, des grands, des prélats, ensuite élargie à une plus grande partie de la société politique du royaume. Voilà pour les principaux enjeux de la guerre de 100 ans. Au fond, ce sont des enjeux intérieurs. Et la guerre de 100 ans n'est une guerre étrangère que parce que le duc de Guyenne est en même temps roi d'Angleterre. Alors, l'autre point important sur lequel il convient d'insister, c'est la culture politique dominante de l'époque. Or, celle-ci, justement, est très défavorable à l'absolutisme. Cela pour beaucoup de raisons, je vais vous en citer quelques-unes. L'institution royale est sacrée, c'est entendu, mais si le roi tient son pouvoir de Dieu, il est là pour servir ses sujets. Autrement dit, le pouvoir royal est limité par son objet même. Et donc assez tôt dans le Moyen-Âge, dès l'époque carolingienne, on a développé une vision assez positive du rôle du souverain, qui n'est pas là uniquement pour contenir les mauvais instincts de l'homme, comme le disait saint Augustin, mais qui est là pour gouverner le peuple de Dieu avec équité et justice pour qu'il jouisse de la paix et de la concorde, ainsi que le disait Jonas d'Orléans en 831 dans son Institutio Regia. Et ce courant de pensée s'affirme au XIIIe siècle sous l'influence d'Aristote évidemment, mais aussi de Cicéron qu'on a tendance un peu à oublier. Or on lit beaucoup Cicéron avant même la redécouverte d'Aristote à la fin du XIIIe siècle. Alors pour le coup, le triomphe d'Aristote à l'université fait du bien commun, du commun profit, du profit de la chose publique, un élément central du discours politique. Et à ce moment-là, on réfléchit beaucoup au gouvernement idéal et aussi à la manière de limiter les dérives tyranniques des monarchies. Alors, c'est un peu la limite de la réflexion politique médiévale, c'est-à-dire que très peu de penseurs légitiment le droit à la rébellion. L'idée dominante, c'est que si un peuple souffre d'un roi tyrannique, c'est qu'il a beaucoup péché, que Dieu l'a voulu ainsi, et qu'il faut le supporter. De toute façon, le tyran ne peut longuement durer, c'est-à-dire qu'on laisse à Dieu le soin de le punir. Ça, c'est la théorie qui est enseignée à l'université, mais il ne faut pas s'y limiter.
il y a la pratique quotidienne du pouvoir. Et cette pratique quotidienne, c'est le gouvernement délibératif, le gouvernement par conseil, qu'on retrouve partout, aussi bien à la cour des princes, qui prennent conseil de leurs vassaux, des principaux membres de leur famille, que dans les villes, dans les communes, qui sont gouvernées par des conseils, des corps de ville, avec des consuls, comme à Toulouse, ou des échevins dans le nord du royaume. Et donc une bonne décision, c'est une décision prise par mûre et sûre délibération. C'est ce qu'on retrouve évidemment dans le système féodal. Alors la féodalité est un système qui est très vertical par ses origines. À l'origine, c'est un seigneur qui vit entouré de ses fidèles, qu'il nourrit et entretient un peu comme des domestiques. Mais il n'empêche qu'on y retrouve un principe de réciprocité et d'équilibre des droits et des devoirs. Vous en avez une illustration sur cette enluminure en haut à gauche. C'est la représentation d'une prestation d'hommage vassalique. Alors certes, le suzerain est assis et le vassal s'incline légèrement, mais enfin, ce n'est pas la proskinèse byzantine. On a affaire à deux hommes libres qui concluent une sorte de contrat. Et d'ailleurs, la féodalité, pour le coup, résout l'impasse de la théorie politique, puisque on reconnaît un droit de résistance au vassal maltraité par son seigneur. C'est ce qu'on appelle la diffidatio, la défiance, le défi. Et c'est cette procédure qu'a suivi par exemple Édouard III en 1337. Et donc, la théorie comme la pratique convergent dans le même sens, c'est-à-dire que l'homme est libre. L'homme en tant que chrétien baptisé, qui retrouve sa liberté aliénée par le péché originel, l'homme en tant que membre d'une cité, d'une communauté politique, ça c'est la source gréco-romaine, et l'homme en tant que vassal qui se met de son plein gré au service de son suzerain. Et au Moyen-Âge, on a un sens vraiment très très développé de la propriété, c'est-à-dire qu'on distingue très clairement ce qui appartient au roi et ce qui appartient à ses sujets. Et malheur au roi qui tente de faire les poches de ses sujets, il s'expose à des révoltes. Bon, c'est ce qui arrive par exemple à Philippe le Bel, quand il tente de lever d'autorité une taxe sur les transactions commerciales d'1 denier par livre, 1292. 1 denier par livre, c'est 0,4%. Donc c'est pas absolument écrasant. Eh bien, il n'empêche que les gens trouvaient ça inadmissible, c'est-à-dire que le roi n'avait pas à se mêler de transactions privées entre particuliers. Et la taxe est tellement impopulaire qu'il faut la supprimer 5 ans plus tard. Et donc, vous comprenez bien que, dans ce cadre, il est impossible pour un prince de se passer du consentement de ses sujets. Et c'est ce qui explique à ce moment-là la floraison des grandes assemblées représentatives dans toute l'Europe. Et beaucoup de ces assemblées représentatives sont les héritières directes des assemblées parlementaires qu'on connaît aujourd'hui. C'est le cas en Angleterre, évidemment, avec le Parlement, c'est le cas en Espagne avec les Cortes. Le Reichstag existait évidemment aussi en Allemagne dès le Moyen-Âge, etc. Alors en France, on parle d'états généraux, mais au fond, c'est l'équivalent. Et donc, dans ces assemblées, sont représentées les forces vives de la société médiévale, qui varient un peu évidemment d'un pays à l'autre, d'une principauté à l'autre. Il n'empêche qu'il y a quelques éléments communs. Partout on trouve les grands vassaux, puisque ces parlements, ces assemblées, ce sont d'abord des cours féodales élargies. Donc les vassaux laïcs et ecclésiastiques, et assez vite les bourgeois des grandes villes. Et ensuite on élargit, on commence par la noblesse non titrée, et on invite également les représentants de villes plus petites. Et toutes ces personnes finissent par représenter plus qu'elles-mêmes, ou plus que leur ville. Elles représentent un territoire, un district, et à eux tous, eh bien, ils représentent le royaume. Alors bon, évidemment les paysans ne sont pas représentés, c'est-à-dire 90% de la population. Il n'empêche qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre gouvernants et gouvernés, et que ces assemblées peuvent parfois prendre un caractère révolutionnaire. Et donc les rois doivent, on l'oublie souvent, mais c'est vrai que les rois doivent souvent composer avec ce risque permanent de révolte. Il ne faut pas oublier qu'au cours de la guerre de Cent Ans, 3 rois d'Angleterre ont été déposés et assassinés, et tous les rois valois quasiment ont été confrontés à des révoltes de très grande ampleur, dont 2 guerres civiles. Et dans toute l'Europe, il y a un principe qui triomphe, c'est celui du quod omnes tangit, parfois résumé en QOT, quod omnes tangit ab omnibus approbari debet. Ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde.
C'est une maxime qui est issue du droit romain. Et c'est intéressant parce que le droit romain est globalement très favorable au pouvoir du souverain. Mais les penseurs du Moyen-Âge sont allés trouver la petite disposition qui va correspondre à leur programme politique. Et cette disposition, ils l'ont trouvée dans des articles relatifs à la gestion des co-tutelles. Voilà. Alors en Angleterre, le phénomène est très précoce parce que les rois d'Angleterre sont confrontés dès le début du XIIIe siècle à de nombreuses révoltes de leurs barons. Vous avez entendu parler de la Grande Charte, bien sûr, de 1215. Les choses se structurent, se cristallisent un peu plus tard, au début du XIVe siècle, notamment à cause de ces problèmes de financement de la guerre qui font que désormais ces assemblées doivent être réunies quasiment tous les ans, alors qu'auparavant elles l'étaient de manière très épisodique. Donc il y a un principe qui domine, c'est celui du redress before supply. Corriger les abus du roi et de ses officiers avant que le roi puisse se voir attribuer un subside. Et en France, le principe est différent. C'est payez et taisez-vous. Du moins, c'est le projet des rois de France dès le début, comme un peu partout. Le projet capétien n'est pas spécifique en soi. Le projet capétien est celui de l'affirmation du pouvoir royal aux dépens des formes de pouvoir concurrentes. Voilà, simplement, le roi de France va y arriver. Et il va y arriver notamment grâce à la guerre de 100 ans. Je vous ai déjà parlé de la maltote d'Adenier Parly. La maltote, c'est-à-dire la mal perçue, son nom indique bien son impopularité. Ensuite, il essaye d'imposer les revenus et les fortunes. Là aussi, il doit y renoncer. Et après, il va tenter une autre formule, celle des États généraux qui sont réunis pour la première fois en 1302. Alors à l'époque, on ne parle pas d'États généraux, on parle des 3 États du royaume, donc les barons laïcs, les prélats et les bourgeois des grandes villes. Alors c'est intéressant, c'est pour ça que je suis content quand même d'avoir le diaporama. Ici, là, vous voyez une représentation sur un timbre des États généraux de 1302, qui ont beaucoup marqué l'historiographie française. Et ce timbre date de 1968, après les fâcheux événements du mois de mai. Et là, on voit un petit peu la vision idéale de ce qu'est pour les gouvernants français de la consultation du bon peuple. C'est-à-dire que vous avez un roi, un peu plus grand que nature, assis sur son trône, et de part et d'autre, des sujets qui ont les mains sagement posées sur les genoux et qui écoutent. Voilà. Et c'était le projet initial de Philippe le Bel, c'est-à-dire avoir en fait des chambres d'enregistrement de ces décisions. Les États généraux, c'est en fait un outil de communication pour les rois de France. Bon. Mais simplement, ça ne marche pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Et donc, après quelques tentatives, dans les années 1320, les rois de France renoncent à les convoquer. Ce qui fait qu'en fait, la France va aborder la guerre de 100 ans avec un système fiscal et militaire extrêmement archaïque, notamment par rapport à l'Angleterre. Et donc en Angleterre, vous avez effectivement un pouvoir royal qui doit partager sa souveraineté avec le Parlement, mais enfin quand le roi réussit à convaincre le Parlement de lui accorder des impôts, eh bien il bénéficie de ressources stables et assurées pour 6 mois ou 1 an. C'est déjà un progrès majeur par rapport à l'époque précédente. Et donc les armées anglaises sont des armées contractuelles, payées pour une durée assez longue. En tout cas par rapport aux armées féodales qui n'étaient payées et soldées que pour quelques semaines, et qui donc ne pouvaient faire campagne que quelques semaines. Et en fait, c'est là la cause profonde des premières victoires anglaises. Alors il y a des causes qui sont spécifiquement militaires, bien sûr. Vous connaissez les archers anglais, qui permettaient aux armées anglaises de défaire très facilement les charges de cavalerie. Par ailleurs, les armées anglaises étaient mieux commandées et elles étaient surtout plus expérimentées puisqu'elles sortaient de 30 ans de guerre avec l'Écosse. Là aussi, dans les 2 cas, la défaite, ça permet d'apprendre. Et les Français ont appris de leur défaite face aux Anglais, mais les Anglais, eux, avaient appris de leur défaite face aux Écossais. Et donc, les armées anglaises sont moins nombreuses que les armées françaises, mais en fait c'est un atout puisque les armées françaises sont pléthoriques, les contingents sont peu habitués à combattre ensemble,
Et surtout, les rois de France sont obligés de chercher au plus vite la bataille parce que précisément, ils savent qu'au bout de quelques semaines, leurs armées vont rentrer chez elles. Ça explique la fébrilité des chevaliers français au moment des premières batailles de Crécy et de Poitiers. Ils savent qu'ils chargent ou qu'ils vont attaquer dans des conditions très défavorables. Alors, ils chargent à cheval à Crécy et à pied à Poitiers. Ils savent qu'ils risquent la défaite, mais à ce moment-là, ils considèrent que le risque politique est plus grand, qu'il valait mieux une défaite plutôt que de laisser une fois de plus les armées anglaises ravager le royaume sans réagir. Et à contrario, pour vous montrer que la noblesse française n'était pas si bête ou si irréfléchie qu'on l'a souvent dit, au tout début de la guerre de 100 ans, en 1339-1340, les caisses du royaume sont encore à peu près pleines. Et là, Édouard III commet quelques erreurs stratégiques. Il fait campagne dans le nord de la France et 2 années consécutives, les armées anglaises et françaises vont se trouver face à face. Mais les Français ne vont pas charger parce qu'ils savent que Édouard III, à cette époque, n'avait pas les moyens de solder très longtemps ses armées et de fait, les Anglais sont partis sans avoir rien accompli. Donc on était capable d'avoir cette réflexion avant les grandes défaites du début de la guerre de 100 ans. Donc pour moi, c'est vraiment une cause majeure de ces déboires français. Alors, donc, vous voyez que le problème central, c'est d'avoir les moyens de gouverner. Et compte tenu que le royaume de France est 4 ou 5 fois plus peuplé que l'Angleterre, à partir du moment où le roi de France peut affirmer son autorité, notamment en matière fiscale, à l'intérieur de son royaume, eh bien la victoire est acquise. Voilà. Et il nous faut revenir quand même sur ce que c'est que l'État au Moyen-Âge. C'est-à-dire que l'État royal, au début du XIVe siècle, n'a jamais été aussi faible. Il est beaucoup plus faible, en fait, qu'au XIIIe siècle, ou même à la fin du XIIe siècle, notamment à cause de l'effondrement du service féodal gratuit. L'État royal, c'est quoi? C'est une petite administration, toute petite administration centrale, avec quelques juridictions, une toute petite administration locale, avec quelques centaines d'officiers de justice et de finances, et ce sont quelques milliers de sergents royaux qui sont l'équivalent de la police et des huissiers, si vous voulez. Mais ces sergents royaux n'ont pas d'armes, ils ont une épée et un bâton avec une fleur de lys au bout, c'est tout. Et donc on disait à l'époque que le plus sûr rempart d'un roi, c'est l'amour de ses sujets. Et ce ne sont pas des fleurs de rhétorique, c'est-à-dire que c'est la réalité. L'État royal est un État qui ne tient que par le consensus et qui ne dispose d'aucun moyen de coercition. Et ça, on le voit par exemple dans la façon dont le roi s'adresse à ces villes. Il dit « Chers et bien-aimés, les maires, échevins et habitants de tel endroit ». Et quand il donne un ordre, il utilise une expression qui est très caractéristique. Il dit « Vous prions et mandons, vous prions et vous ordonnons ». Ça peut paraître assez curieux, cette juxtaposition de l'injonction et de la prière. Mais en fait, c'est parfaitement naturel, puisque le roi n'est pas un dictateur, c'est un seigneur, un pasteur, un père, qui n'a pas besoin d'user de contraintes. Il lui suffit de demander poliment, en principe. Mais, comme disait Al Capone, on obtient plus de choses en étant poli et armé qu'en étant simplement poli. Et pour être armé, il faut de l'argent. Et donc, à partir des années 1340, eh bien, Philippe VI va de nouveau convoquer les États généraux. Et ce dialogue sous tension, qui commence alors que les Anglais ravagent impunément le royaume, va dégénérer en guerre civile. Alors il y en aura 2 principales, je ne vais pas insister sur leur déroulement. En gros, la guerre civile d'Étienne Marcel, dans les années 1350, avec des queues de comète jusqu'aux années 1380, et la guerre civile la plus connue entre les Armagnacs et les Bourguignons au début du XVe siècle. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur ces guerres civiles parce que elles sont passionnantes. C'est-à-dire que ce sont des moments traumatiques, mais qui sont le signe d'une plus grande intégration politique du royaume, parce qu'elles sont radicalement différentes des conflits intérieurs des époques précédentes, qui étaient limités à la noblesse féodale. C'est-à-dire que c'était des prises d'armes de barons qui impliquaient très peu le reste de la société. Or là, on va avoir des programmes politiques dont on va discuter dans tout le royaume, aussi bien à Toulouse qu'à Paris.
Et donc nous avons des programmes qui dépassent les ambitions personnelles des protagonistes, même si évidemment les ambitions personnelles jouent un rôle absolument majeur. C'est-à-dire que Étienne Marcel, qui est donc le prévôt des marchands de Paris, a des griefs personnels contre Jean le Bon. Il est allié au roi de Navarre, qui est donc le roi, qui est donc celui qui aurait pu être roi de France si les femmes n'avaient pas été évincées du trône. Il a quelques frustrations à venger. Et puis évidemment, pendant la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, les principales factions seront dirigées par des princes. Néanmoins, il y a des programmes politiques, qui est d'ailleurs à peu près le même du côté des opposants au roi de France. Et ce programme, c'est celui du bon gouvernement, du bien commun, du commun profit. Alors le bien commun, au XIVe siècle, c'est un peu ce que sont les valeurs de la République aujourd'hui. Personne ne sait ce que c'est, mais on ne peut pas être contre. En réalité, ça se défend plutôt en creux, c'est-à-dire que c'est le contraire du mauvais gouvernement. Ça se définit aussi par ses effets. Alors évidemment, vous connaissez peut-être une fresque très célèbre au Palazzo Pubblico de Sienne, qui s'intitule justement « Allégorie et effets du bon et du mauvais gouvernement ». Vous voyez ça sur cette diapositive, parce qu'il faut que je n'ai jamais été trouvé à droite. Je n'ai pas mon permis de conduire. Désolé. Donc en haut à droite, c'est le bon gouvernement. Les campagnes fleurissent, les gens peuvent se promener en paix dans le contado. Et en bas, le mauvais gouvernement, les campagnes ravagées par les gens de guerre, par la famine, etc. Alors, concrètement quand même, qu'est-ce que c'est ? Si on ne craignait pas les anachronismes, on dirait que c'est un programme libéral et conservateur. Alors évidemment, Étienne Marcel ne se battait pas pour la liberté des philosophes des Lumières, cette espèce d'abstraction un peu totalitaire. Il se battait pour les libertés, les franchises qui protégeaient les sujets de la tyrannie. Donc très concrètement, ça signifie moins d'impôts, moins de corruption, moins de favoritisme et déjà moins de fonctionnaires. Alors c'est un programme qui a été très caricaturé par les historiens, qui aujourd'hui encore sont très marqués par la mystique de l'État. Le programme des Bourguignons et d'Étienne Marcel, un peu moins d'Étienne Marcel, qui fascinait quand même les historiens libéraux du XIXe siècle. Enfin en tout cas, le programme Bourguignon c'est évident. C'est le programme de féodaux égoïstes. Et puis c'est aussi le programme du petit peuple, qui comme chacun sait est à la fois bête et violent. Et donc refuser l'impôt des Valois, c'est refuser le progrès, c'est refuser l'État moderne, c'est refuser la marche, pourquoi pas, vers l'égalité des droits. Or, quand même, il faut rappeler que l'emprise sans cesse croissante de l'État sur la société n'est ni une nécessité historique, ni forcément souhaitable. Et par ailleurs, la corruption n'est pas toujours un fantasme populiste. Alors vous voyez ici une expression de cette crainte. Vous voyez un prince qui est entouré de mauvais conseillers. Voilà. Or, à l'époque, on ne peut pas dire que Jean le Bon ait été forcément très bien conseillé par des personnes au-dessus de tout soupçon. C'est encore plus le cas à l'époque des Armagnacs et des Bourguignons pendant la folie du roi Charles VI. Tout le monde puisait dans la caisse, mais j'y reviendrai très brièvement. Et en fait, Étienne Marcel et plus tard les Bourguignons ne sont pas opposés à l'impôt, ils sont opposés à l'impôt arbitraire, levé d'autorité par le roi, sans rendre de compte à personne. Et donc, il ne demande pas quelque chose d'irréaliste, il demande ce qui se fait partout ailleurs. En Angleterre, mais aussi dans tous les États dynastiques, gouvernés par des princes. Et de fait, Étienne Marcel et ses partisans, dans les années 1350, vont obtenir des concessions très concrètes et qui sont très modernes en ce qu'elles correspondent effectivement aux aspirations que nous pouvons avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que le roi va promulguer des ordonnances de réforme en contrepartie de la levée d'impôts. Et ces impôts seront levés et contrôlés par une administration indépendante du roi et relevant directement des États généraux. C'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les officiers royaux chargés de la levée de ces impôts, notamment de la taille, vont être appelés élus. C'est le souvenir de l'époque où ils étaient élus par les États généraux. Et officiellement, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, on parle d'élus sur le fait des aides ordonnées par la guerre, donc élus pour collecter des aides librement consenties par des sujets pour la guerre et uniquement pour la durée de la guerre. Ça s'est prolongé un petit peu.
Voilà. Et par ailleurs, alors dans ces ordonnances, on trouve plusieurs principes fondamentaux en droit public. L'inaliénabilité du domaine royal. Et ça, c'est une partie du programme réformateur qui a été intégrée par les rois de France. C'est à partir de ce moment-là, à partir de 1364, qu'on introduit la clause d'inaliénabilité du domaine royal dans le serment prêté par les rois de France lors du sacre. Autre principe important, c'est celui de l'indépendance des juges. On se met en place l'élection des magistrats. Alors élection, ça veut dire cooptation par les pairs, mais il n'empêche que c'est un progrès par rapport à la nomination de favoris ou d'amis de favoris, etc. Alors néanmoins, cette première guerre civile se termine par la victoire du roi. Étienne Marcel est assassiné en 1358 et les fiefs français du roi de Navarre sont confisqués, il doit se retrancher en Navarre précisément. Alors ça rebondit, ces révoltes rebondissent au tout début des années 1380, mais elles sont de nouveau écrasées. Et pour le coup, à partir de 1383, toutes les assemblées représentatives sont suspendues, jusqu'en 1417. C'est un premier absolutisme qui est à l'œuvre en France au tournant du XIVe et du XVe siècle. Ça correspond à d'autres innovations. C'est à partir de 1389, lors du voyage de Charles VI en Languedoc, que le roi de France fait son entrée dans les villes surmontées d'un dais, comme le Saint-Sacrement. Donc il y a une espèce d'assimilation implicite, mais quand même, entre le corps du Christ et le corps du roi. Et par ailleurs, vous avez l'avocat du roi au Parlement de Paris qui dit qu'il est sacrilège, rien que ça, de s'opposer à l'impôt royal. Donc ça ne rigole plus. Alors tout le royaume quasiment est frappé d'amendes colossales. Le Languedoc est frappé d'une amende de 800 000 francs, une somme absolument gigantesque. Des commissions se déplacent en Normandie, dans chaque petit patelin, pour fixer le montant des amendes. Enfin, voilà. Alors ces acquis douteux vont être mis en cause pendant la Deuxième Guerre civile, celle qui oppose les Bourguignons et les Armagnacs, qui naît effectivement d'une rivalité de personnes entre Louis d'Orléans, le frère de Charles VI, et son cousin Jean sans Peur, le duc de Bourgogne. Et là, à ce moment-là, les gens sont extrêmement mécontents. Et pourquoi ? Parce que les impôts sont à un montant toujours relativement élevé, dans un contexte économique qui reste difficile, avec les récurrences de la peste. Voilà. Et à cette époque, la guerre franco-anglaise est totalement suspendue, puisqu'on vit sous un régime de trêve depuis la fin des années 1380. Et donc à quoi sert l'impôt royal ? Eh bien l'impôt royal est massivement détourné par les princes pour faire tourner leur hôtel, et ça explique la floraison des arts à cette époque-là. Ça explique pourquoi le duc de Berry a pu faire construire des châteaux, a pu commander ses livres d'heures. Ce sont les grands temps de l'orfèvrerie parisienne. Belle époque pour les artistes, un peu moins pour le reste de la population. Et donc on peut accuser le duc de Bourgogne d'hypocrisie quand il dit « Ah, ces impôts arbitraires sont un scandale », mais il porte un programme qui est légitime et qui, encore une fois, est conforme à ce qui se pratique ailleurs en Europe. Bon, je ne m'étends pas sur cette guerre civile, vous en connaissez, je pense, la conséquence au moins. Donc en 1407, Louis d'Orléans est assassiné par le duc de Bourgogne. L'anarchie s'étend à toute la France. Les Anglais reviennent, pour le coup, écrasent les Français à Azincourt, conquièrent la Normandie, s'allient aux Bourguignons. Et il faut pas moins de 3 générations pour que les conséquences de cette guerre civile soient tout à fait effacées. Alors, un instant aussi sur la chronologie qui est assez trompeuse, c'est-à-dire que non seulement il faut faire commencer la guerre de 100 ans plus tôt, mais il faut aussi la faire se terminer plus tard. Parce que donc, officiellement, elle s'arrête en 1453, quand Charles VII reconquiert la Guyenne, mais à ce moment-là, les Anglais occupent encore Calais. Alors c'est en 1453 qu'on a fait frapper la première médaille commémorative que vous voyez ici. C'est encore un modèle héraldique et sigillaire en fait, c'est une transposition du sceau qui authentifiait les actes royaux, avec une légende assez connue. Quand je fus faite, sans différer, au prudent roi, ami de Dieu, on obéissait partout en France, fort à Calais, qui est fort lieu. Donc en effet, déjà à l'époque quand même, on trouve que ce moment est un moment tournant. Néanmoins, la guerre ne s'arrête pas. Et quand Louis XI arrive sur le trône en 1461, les deux royaumes sont toujours officiellement en guerre. Il n'y a même pas de trêve.
Il n'y a même pas ce qu'il y avait à l'époque de Charles VI, enfin en tout cas pendant la plus grande partie du règne de Charles VI. Autre tournant, deuxième tournant, ce sont les trêves de Piquigny, conclues entre Louis XI et Édouard IV d'Angleterre. Ce ne sont que des trêves, là aussi, qui sont valables pour quelques années seulement, mais on trouve la solution diplomatique qui va permettre de satisfaire suffisamment les deux parties pour que le conflit ne soit pas relancé, en tout cas de manière totale. Il y aura encore des guerres franco-anglaises, mais qui seront des guerres relativement périphériques avec des objectifs limités. Et donc, le roi d'Angleterre accepte de rentrer chez lui, mais en contrepartie, Louis XI lui verse une pension annuelle. Une pension annuelle de 50 000 écus, c'est-à-dire à peu près 75 000 livres. C'est beaucoup pour le roi d'Angleterre, qui n'a pas de fiscalité permanente, mais c'est très peu pour le roi de France. Et en plus, tout le monde est content sur le plan symbolique, puisque le roi de France appelle ça une pension, et le roi d'Angleterre appelle ça un tribut. Et donc ce régime-là va durer pendant longtemps, jusqu'en 1558, jusqu'à la chute de Calais. Mais, après 1558, les Anglais ne renoncent pas à leur titre de roi de France. Et en fait, il faudra attendre 1802 pour que les rois d'Angleterre enlèvent les fleurs de lys de leur blason. Donc c'est vraiment un conflit sans fin, la guerre de 100 ans. Et cela a des conséquences importantes aussi sur le plan politique. Ça va beaucoup aider les rois de France à mettre en place leur régime politique particulier, puisque à partir du moment où la guerre ne se finit pas, ça justifie la fiscalité de guerre, évidemment. Voilà, alors, il est 7 heures. Je vais terminer sur les causes profondes de la victoire française. Je pense que ça va me prendre un petit quart d'heure, donc je serai à peu près dans les temps. Bon, puisque le roi de France gagne, alors il y a eu Jeanne d'Arc, bien sûr, et puis dans un deuxième temps, après que Charles VII s'est fait sacrer à Reims, eh bien il faut encore 20 ans pour terminer la reconquête du royaume. C'est à ce moment-là que se remet en place, et cette fois définitivement, la fiscalité royale arbitraire, qui va durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et donc pourquoi les sujets de Charles VII ont accepté de se voir privés de leur droit à consentir l'impôt? Eh bien c'est parce que les Valois ont réussi à conclure avec l'ensemble de leurs sujets une sorte de contrat politique, un contrat implicite, jamais formalisé, même totalement formulé, mais un contrat politique quand même, et un contrat qui bien sûr donne des avantages à tout le monde, c'est pour ça qu'il a duré si longtemps. Et le roi de France devait contenter les acteurs sociaux les plus puissants, ceux qui formaient la société politique, pour employer une expression dont les médiévistes abusent un peu, mais disons qu'on peut dire que la société politique est constituée par tous ceux qui comptent, et dont le roi peut craindre le mécontentement, c'est-à-dire les nobles, d'abord et avant tout, les bourgeois des villes, et voilà. Alors, pas tellement l'Église, parce qu'en fait l'Église pour le coup a été mise sous tutelle dès le règne de Philippe le Bel. On peut dire que l'Église ne constitue pas une force politique autonome, ayant un programme particulier ou des revendications particulières. Alors le roi et les nobles d'abord. Quand on dit les nobles, il faut un peu préciser les choses, parce que la noblesse, ça n'existe pas, elle est très hétérogène. Il y a des différences énormes de statut, de richesse, de classe. Il y a les princes du sang, il y a les quelques lignages féodaux encore subsistants, il y a les seigneurs hauts justiciers, c'est-à-dire qui ont les droits de haute justice sur leur fief, et il y a les seigneurs châtelains. Et donc les hauts justiciers et les châtelains sont vraiment la colonne vertébrale de la noblesse, mais ils ne sont que quelques centaines, ils sont peut-être 5 ou 600 pour tout le royaume. Et il y a tout le reste, le tout venant des écuyers et des chevaliers bacheliers, ceux qui n'ont pas de bannière mais simplement un pennon. Et ces écuyers et ces chevaliers représentent 99% des quelques 40 000 familles nobles que compte le royaume au XIVe siècle. Et ces 40 000 familles représentent elles-mêmes 1% de la population du royaume à peu près. Alors, une chose à bien se figurer, c'est que la plupart ont des revenus misérables. À la fin du XVe siècle, 80% des nobles déclarent des revenus inférieurs à 40 livres tournois par an. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais sachez que c'est à peu près ce que gagne un artisan qualifié. Alors évidemment,
C'est pas absolument comparable dans la mesure où l'artisan doit tout payer, il doit payer le loyer de sa maison, sa nourriture, etc. Alors que le seigneur a un domicile et il a la sécurité alimentaire, ce qui n'est pas un petit privilège. Mais enfin quand même, l'écrasante majorité de la noblesse se trouve dans un état de grande précarité à la fin du Moyen-Âge. Voilà. Et par ailleurs, la noblesse est plus ou moins intégrée à l'état royal d'une région à l'autre. C'est-à-dire que jusqu'au début du XVe siècle, à la cour, on trouve surtout des Picards, des Normands, des Franciliens bien sûr, des Champenois, des Bourguignons. Mais la France centrale est très peu représentée, jusqu'à l'exil de Charles VII au sud de la Loire. Et donc cet exil va permettre d'intégrer au royaume tout un territoire qui auparavant était une vraie terra incognita pour les rois de France qui en fait se déplaçaient assez peu en dehors de l'Île-de-France, voire en dehors de Paris. Voilà. Et par ailleurs, alors en Languedoc, c'est en Languedoc que se trouvent dans le midi de la France, disons au sens large, que se trouvent les derniers grands seigneurs féodaux indépendants, donc Albret, Foix et Armagnac principalement. Et en Languedoc, vous avez une petite et une moyenne noblesse qui vivent en ville. Et il n'y a pas de frontière aussi étanche que dans le nord entre les nobles et les non-nobles. La jacquerie du reste de 1358 a eu lieu dans le nord de la France et pas dans le Midi, et ça n'est pas un hasard. Alors, il y a eu des révoltes en Languedoc, notamment celle des Tuchins, dans les années 1380. Mais ces révoltes-là sont beaucoup plus interclasses, si je puis dire, que ne l'avait été la jacquerie en 1358. Voilà. Alors globalement, on peut dire quand même que les rois de France ont réussi à conserver l'appui de la plus grande partie de leur noblesse. Peu de nobles, en dehors des Gascons, peu de nobles se rallient aux Anglais. Et les nobles du nord du royaume vont payer le prix fort de leur fidélité, le prix du sang, à Azincourt notamment. Et puis beaucoup d'entre eux vont être dépossédés de leur fief. Et c'est là une des grandes causes de la violence des gens de guerre sous Charles VII, les fameux écorcheurs. Puisque pour subsister, ils devront vivre sur le pays, comme on disait pudiquement à l'époque, c'est-à-dire piller et rançonner les paysans. D'autant que l'argent des impôts ne rentre plus. Et donc dans les années noires, 1420-1430, le royaume de Bourges est tenu à bout de bras par quelques milliers de gens de guerre, dirigés par quelques dizaines de capitaines. L'arbre Jeanne d'Arc ne doit pas cacher la forêt. Ce n'est pas le bon peuple de France qui a sauvé Charles VII. Jeanne d'Arc n'est pas arrivée à Orléans à la tête de milices paysannes, elle est arrivée seule. Et elle a redonné le moral à quelques milliers de gens de guerre, nobles dans leur grande majorité, qui étaient dévorés par la faim et la vermine depuis déjà un certain temps, et qui étaient devenus criminels par obligation et aussi par accoutumance à la violence, puisqu'ils ont dû mener une vie d'errance et de misère pendant, pas 6 mois ou un an, mais en gros de 1415 à 1445, qui est le moment où on rétablit un système fiscal à peu près cohérent. Et donc les nobles sont les grands vainqueurs de la guerre de 100 ans. Là aussi ça peut paraître paradoxal, puisque dans l'approche aussi bien positiviste que marxiste, eh bien, la fin du Moyen-Âge, c'est le déclin de la noblesse aux dépens de la bourgeoisie. C'est tout à fait faux. De toute manière, on a l'impression que le déclin de la noblesse commence en gros au XIIIe siècle, pour s'étaler jusqu'au XXe siècle. Il suffit de lire les romans de Marcel Proust pour voir que la noblesse conserve une place extrêmement importante dans la société française jusqu'à la Première Guerre mondiale. En fait, l'effondrement de la rente après la Première Guerre mondiale a été beaucoup plus dommageable pour la noblesse française que la Révolution. Donc les nobles sont les grands vainqueurs parce qu'ils sont en fait les principaux bénéficiaires de la redistribution de la nouvelle fiscalité d'État. Alors, il faut s'arrêter un instant sur l'usage qui est fait des recettes fiscales à la fin du règne de Charles VII. Le budget est représenté ici, chaque bulle correspondant à un poste de dépense, et sa taille est proportionnelle à peu près à son coût. Alors la petite bulle, à droite, en haut, c'est l'administration centrale et l'administration locale, donc les grandes juridictions, les bailliages et les sénéchaussées, c'est peut-être 5 ou 10% des dépenses. Mettons 10%. La bulle du dessous, c'est intéressant, ce sont en fait les pensions versées par le roi aux grands seigneurs et à ses serviteurs, mais surtout aux grands seigneurs et aux princes, en particulier aux princes du sang. C'est un moyen pour ces princes de vivre selon leur état, selon leur rang,
Mais c'est aussi la contrepartie du monopole fiscal royal, c'est-à-dire que certes ces grands seigneurs acceptent que le roi lève l'impôt sur leurs terres, mais ils jouissent d'une pension qui peut être très importante, de quelques milliers de livres, etc. Et c'est un progrès par rapport à l'époque antérieure, puisque par exemple sous Philippe le Bel et même encore sous Charles V, les princes territoriaux percevaient une part de l'impôt levé sur leurs terres, qui pouvait monter jusqu'au tiers ou jusqu'à la moitié. Alors que là, sous Charles VII, les pensions sont révocables. Donc les pensions, 15%, à peu près. La cour royale, en bas à gauche, l'hôtel et la cour du roi coûtent extrêmement cher. C'est normal, il y a plusieurs centaines de personnes qui veillent en permanence aux besoins du roi et de ses proches. Et puis, bien sûr, en haut à gauche, vous avez l'armée permanente, qui compte une dizaine de milliers d'hommes en 1461. 1500 lances, donc 1500 hommes d'armes, 3000 archers à cheval, et puis les domestiques et les valets qui les servaient. Et donc, vous voyez que là, les nobles sont partout. Les pensions sont servies à des nobles, quasiment exclusivement. Dans les administrations, vous avez des baillis et des sénéchaux qui sont nobles. À la cour, les principaux offices sont détenus par des nobles, les maîtres d'hôtel, les chambellans, les écuyers d'écurie, les échansons, les panetiers, etc. Et dans l'armée, eh bien, la quasi-totalité des hommes d'armes sont nobles, et une minorité croissante d'archers à cheval. Et même sous François Ier, la noblesse devient obligatoire pour entrer dans l'armée permanente, qui devient une espèce de chasse gardée de la noblesse. Voilà. Alors, cette redistribution de l'impôt est très sélective, y compris au sein de la noblesse, puisque je me suis livré un petit calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il n'est pas si faux, enfin je pense qu'il est même assez proche de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2000 ou 3000 familles nobles qui, à elles seules, accaparent la moitié de l'impôt royal, sur les 40 000 familles nobles du royaume. Et par ailleurs, les nobles dans leur ensemble sont exemptés de l'impôt direct. En revanche, ils sont astreints à un service militaire, le service du ban et arrière-ban. Donc ils peuvent être convoqués par le roi en permanence, qui leur verse une solde, mais seulement pour le temps du service, alors que dans l'armée permanente, évidemment, les hommes d'armes sont payés à l'année. Mais l'équipement et l'entraînement restent à leur charge. Et on peut dire que jusqu'au milieu du XVIe siècle, il y a une vraie contrepartie à l'exemption fiscale de la noblesse. Après, le ban et arrière-ban tombent en désuétude au moment des guerres de religion. Voilà, enfin donc, à la fin du XVe siècle, on est dans une situation assez paradoxale où la grande majorité des nobles sont dans la gêne financière et n'ont pas accès à la manne de l'impôt royal, mais en revanche, la prééminence sociale et politique de la noblesse n'a jamais été aussi affirmée. Et c'est vrai notamment par rapport aux villes. Deuxième groupe social, les bourgeois, les habitants des villes, deuxième groupe social absolument indispensable pour le maintien de la paix sociale. Alors les villes en France, comme partout en Europe où le taux d'urbanisation est très faible, on peut estimer que la population urbaine c'est 5 à 10%. Mais il y a quand même deux grands réseaux urbains, le bassin parisien, c'est-à-dire le bassin de la Seine et ses affluents, et aussi le Languedoc. En Languedoc, il y a les anciennes cités romaines, il y a les villes de nouvelle fondation, et puis il y a surtout une tradition du droit romain qui fait que même les gros villages ont une personnalité juridique et un syndic élu par les habitants pour les représenter. Donc on a un esprit communal, un esprit communautaire qui est très fort. Et ces communautés sont représentées par des bourgeois, mais aussi par des nobles ou des clercs. Voilà. Donc quand les Anglais arrivent en France, ils arrivent dans un royaume largement désarmé, puisque la plupart des villes sont dépourvues de murailles, ou les murailles sont très anciennes ou trop petites. Et donc vous avez des faubourgs qui débordent de partout, et puis la plupart des villes ont plusieurs noyaux de peuplement. Vous avez le bourg du comte, vous avez le bourg de l'abbaye, la ville, la cité de l'évêque, voilà. Et ça explique que les Anglais se soient régalés au début, au cours de leur grande chevauchée, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans un royaume ouvert. Et donc la réaction des villes, c'est d'abord le repli sur soi, on construit à la hâte des murailles, et c'est à ce moment-là justement aussi que beaucoup de villes se dotent d'institutions municipales, puisque à l'époque les 3/4 des villes françaises n'avaient pas d'institutions municipales. Il y avait simplement des officiers seigneuriaux qui représentaient précisément l'évêque, le comte, etc., les autorités locales.
Et ce moment est un moment de forte tension avec le pouvoir royal, puisque alors qu'il faut payer la construction des murailles, il faut en même temps payer le roi qui passe son temps à perdre. Bon, et donc, dans les années 1340-1350, les villes vont être les principaux agents de la réforme politique et de la contestation en France, alors qu'en Angleterre, ce sont plutôt les barons. Ça explique aussi pourquoi le roi l'a emporté en France et non en Angleterre. Pendant la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, les villes ont massivement soutenu les Bourguignons. En 1417-1418, toutes les villes du nord du royaume basculent du côté de Jean sans peur, et il s'en est fallu très peu pour qu'il n'en soit pas de même en Languedoc. Il a fallu au dauphin Charles une grande habileté et 4 ou 5 ans de négociations pour que le Languedoc revienne dans le giron delphinal. Et encore, en fait, le Languedoc a très peu contribué à la reconquête du royaume. C'est-à-dire qu'il a vécu sa vie de son côté, en s'efforçant de chasser les bandes de routiers qui périodiquement venaient piller les campagnes, mais bon. Voilà. Alors, l'alliance anglo-bourguignonne a beaucoup discrédité le programme politique réformateur. Et il se dissout dans la défaite militaire, qui conduit au traité de Troyes. Mais les victoires de Jeanne d'Arc et la soumission à Charles VII d'une grande partie de la Champagne et de la Picardie ne dissipent pas la méfiance entre les villes et le roi, et globalement, Charles VII et les villes, dans les années 1430, ne s'aiment pas du tout. C'est le moment où l'impopularité de Charles VII est maximale. C'est pas dans les années 1420 où on le plaignait plutôt, c'est dans les années 1430, après les victoires de Jeanne d'Arc, qui conduisent non pas sur la reconquête du royaume, mais sur une extension provisoire du chaos. Et donc, sous Charles VII, l'obéissance des villes est une obéissance par résignation. C'est sous Louis XI qu'on assiste vraiment à une grande réconciliation. Et cette réconciliation, eh bien, elle se fait par la multiplication des privilèges. Il n'y a pas de privilèges généraux, mais on multiplie les privilèges individuels attribués à la quasi-totalité des grandes villes du royaume. Alors ces privilèges sont fiscaux, c'est-à-dire que la plupart des villes sont exemptées de l'impôt direct, de la taille, qui représente 60% des recettes royales. Et par ailleurs, elles ont des privilèges commerciaux et aussi des privilèges politiques. Et Louis XI uniformise les gouvernements municipaux, qui sont de type oligarchique, c'est-à-dire que les conseils sont dominés par quelques dizaines de familles qui constituent des corps de ville dans lesquels sont choisis les échevins. Voilà. Et dès lors, les bonnes villes deviennent des relais indispensables du pouvoir royal. Et commence alors ce qu'un historien, Bernard Chevalier, que vous connaissez peut-être, appelle l'accord parfait entre le roi et les bonnes villes. Accord parfait qui va se fissurer au moment des guerres de religion. Voilà, et j'en termine avec les campagnes. En apparence, les campagnes, les habitants des campagnes sont les grands perdants, puisque tout le poids de la fiscalité retombe sur eux à partir de Charles VII. Pourquoi les campagnes ont-elles accepté un tel coup de bambou ? Eh bien parce que, quand même, la création de l'armée permanente en 1445 résout en quelques mois le problème de la criminalité des gens de guerre qui durait depuis plus d'un siècle. Et donc, avant la création de cette armée permanente, les populations devaient supporter la présence de gens de guerre qui vivaient de réquisitions et de pillages. Et cela avait aussi un coût énorme, même s'il échappait à la comptabilité publique. Et donc pouvoir sortir de chez soi sans se faire rançonner, violer ou égorger, c'est quand même quelque chose d'appréciable, d'autant que la pression fiscale reste quand même à un montant très modéré, on la connaît très bien. Beaucoup d'enquêtes ont été faites, qui sont très convergentes, dans le nord du royaume, en Languedoc, avec les compois qui sont bien précieux, ces cadastres qui permettaient de répartir l'impôt entre les communautés d'abord et entre les particuliers ensuite. Et donc on estime que la taille, donc 60% encore une fois des recettes, la taille représente environ 5 à 15% du revenu des laïcs non nobles. C'est l'équivalent d'un dîme ecclésiastique, si vous voulez, prélevé sur les récoltes. Et c'est l'équivalent en fait du revenu de l'impôt sur le revenu actuel. Je crois que le taux moyen tourne autour de 10% aujourd'hui.
Et par ailleurs, à partir des années 1450, on va assister à une grande reprise économique et démographique, donc le poids de la fiscalité va mécaniquement diminuer. Et il ne remontera en fait qu'à la fin des guerres de religion et au début du XVIIe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment beaucoup de révoltes dans les campagnes, entre les années 1590 et les années 1650. Avant et après, il n'y en a quasiment pas. Ou alors des révoltes extrêmement localisées pour des motifs extrêmement contextuels, enfin liés à un contexte particulier. Voilà, alors tout ça donne aux Français une réputation assez médiocre. Maximilien d'Autriche, à la fin du XVe siècle, l'empereur Maximilien disait « Oh, il n'y a aucun mérite à être roi de France, puisque être le roi d'un peuple de moutons qui se laisse tondre sans rien dire. » Il y a un Anglais aussi, John Fortescue, qui a écrit une comparaison entre la France et l'Angleterre, pour souligner l'excellence des institutions anglaises par rapport aux institutions françaises. Et il dit que les Français sont des lâches et des couards, des foies jaunes, des femmelettes. Voilà. Et il vante, c'est assez amusant, il vante le courage des criminels anglais, en disant ah oui, en France, en Angleterre, 2 criminels peuvent détrousser 7 marchands, alors que les Français, les criminels français, ils doivent se mettre à 5 ou 6 pour détrousser 2 pauvres marchands. Voilà. Nous sommes une race fière et violente. Et c'est ça qui garantit notre liberté. Donc il y a un lien qu'il établit entre violence des comportements et liberté. Je pense que ça mérite. Je pense qu'il n'est pas forcément dans le faux. Il n'est pas forcément dans le faux, c'est-à-dire que les sociétés plus libres sont aussi souvent plus violentes. Bon, tout ça pour dire qu'on est à l'époque, au XVe siècle, on est loin des gilets jaunes ou des Gaulois réfractaires. Bon. Les Français sont humbles et obéissants et soumis à leur roi, comme le disait encore quelques années plus tard Machiavel. Alors en France, il y a quand même des beaux esprits qui critiquent le tournant autoritaire de la monarchie française, notamment des prélats, Jean Jouvenel des Ursins, Thomas Bazin, qui sont des prélats assez proches du roi, mais qui critiquent l'armée permanente, puisque pour eux, impôt permanent et armée permanente, ce sont les instruments du tyran. Et il faut rappeler l'énormité que constituait à la fin du Moyen-Âge ce duo infernal. Nulle part ailleurs il n'y avait d'armée permanente. Il y avait des impôts, certes, mais temporaires et accordés dans le cadre des assemblées représentatives. Et comme en outre, voilà, bon. Comme en outre la France est le royaume le plus peuplé d'Europe, un quart des Européens sont français, eh bien ça donne au roi de France des moyens de puissance extraordinaires par rapport aux autres États européens. Vous avez une petite comparaison ici avec encore il s'agit des principaux, des plus riches. Donc vous voyez que les recettes ordinaires en rouge sont colossales par rapport à la Castille qui est le deuxième, ou Venise en troisième position. Et en temps de guerre, eh bien, il suffit au roi d'augmenter le montant du brevet de la taille pour que l'argent tombe tout de suite au bout de quelques mois. Voilà. Donc comment qualifier le régime politique français à la fin de la guerre de Cent Ans? Et là vraiment je conclus. En fait c'est une monarchie qui est à la fois absolue et aristocratique, qui ménage les bourgeois mais sans les associer au gouvernement. Et donc les relations du roi avec la noblesse vont être fluctuantes et en fait ce sont elles qui vont donner à chaque règne son caractère en fonction du tempérament du monarque et de son talent. Donc sous Louis XI, les relations vont être difficiles avec la haute noblesse mais très bonnes avec le reste de la noblesse. On assiste à une grande réconciliation sous Charles VIII et Louis XII. Les choses vont se tendre au XVIe siècle quand une bonne partie de la noblesse se convertit au protestantisme, etc. Alors voilà, je vous ai parlé des ressorts profonds de la victoire des Valois, mais il ne faut jamais perdre de vue les circonstances. L'histoire aurait pu prendre un autre cours à de nombreux moments. Bon, c'est-à-dire que la folie de Charles VI, c'est quand même quelque chose d'assez imprévu, qui a eu des conséquences absolument énormes. La mort prématurée de Henri V en 1422, là aussi, ça a bouleversé le rapport de force. L'arrivée de Jeanne d'Arc, bien sûr, qui permet de débloquer une situation figée depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en 1428, enfin en 1429, quand arrive Jeanne d'Arc,
Les Anglais ne sont sans doute pas en position d'occuper tout le royaume, qui est une proie trop grosse pour eux. Néanmoins, on aurait pu envisager une partition durable du royaume. Rien n'était assuré. Hein. Et donc l'arrivée de Jeanne d'Arc a été effectivement absolument décisive. Et Charles VII a eu la chance déjà de vivre pendant plus de 40 ans, ce qui a assuré une stabilité tout à fait appréciable. Je dis ça parce qu'en 1422, il a failli mourir dans un accident bête. Il était dans une salle d'audience et tout d'un coup, le plancher s'est effondré. Il s'en est sorti sans dommage, mais à cette époque-là, il n'avait pas d'héritier. Donc, qui aurait été roi de France? C'est le duc d'Orléans, Charles, qui était prisonnier en Angleterre. Donc, vous voyez qu'il faut laisser leur place aux circonstances. Voilà, alors l'héritage de tout ceci, c'est l'absolutisme, la tradition absolutiste, qui va perdurer jusqu'à la Révolution et même au-delà. Alors, avec des conséquences parfois paradoxales, c'est-à-dire que l'absolutisme contient ses propres limites. C'est-à-dire qu'en l'absence d'une fiction représentative, comme le Parlement anglais, eh bien, les rois de France ne peuvent pas en réalité trop augmenter les impôts, de peur de provoquer des révoltes. Et donc les régimes autoritaires, paradoxalement, autoritaire c'est peut-être un peu excessif dans le cas de la monarchie française, mais enfin en tout cas, les régimes autoritaires par rapport aux régimes plus ouverts sont beaucoup plus contraints de gouverner par consensus. Et on le voit en 1789. En 1789, la fiscalité n'a pas progressé en France depuis Charles VII. Le niveau des impôts est à peu près le même. On estime que les prélèvements obligatoires, ou l'équivalent des prélèvements obligatoires, sont de l'ordre de 8 à 10% en France. En Angleterre, c'est 20%. Et la dette, vous savez que c'est à cause de la dette qu'on a réuni les États généraux en 1789. La dette française représentait la moitié du revenu national. En Angleterre, 200%. Et quel régime s'est effondré? La monarchie française. Et pas la monarchie anglaise, puisqu'il y avait cette fiction du Parlement. Pourtant incroyablement oligarchique. En plus, la fiscalité anglaise était non seulement plus lourde, mais aussi plus injuste, puisqu'elle reposait quasiment exclusivement sur des impôts indirects sur les produits de très grande consommation. Donc bière, pain, etc. Voilà. Voilà, donc ça c'est le premier héritage. Deuxième héritage, c'est peut-être un rapport paradoxal que les Français entretiennent avec leur gouvernance, c'est-à-dire qu'ils ont des attentes assez contradictoires. Ils veulent des chefs d'État forts, absolus, mais en même temps ils veulent être écoutés. Alors évidemment, c'est pas totalement incompatible en soi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des despotes éclairés. Mais enfin, comme dirait l'autre, ils sont comme les poissons volants, ils ne constituent pas la majorité du genre. Voilà, voilà. Eh bien, sur ce, j'ai enfin fini. Merci de votre attention.